Bonjour et bienvenue dans le webinaire d'aujourd'hui, organisé par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sous le signe Comment protéger vos marques à l'international à travers le système de Maghreb. Il est à noter que ce système constitue une voie efficace pour toute entreprise qui envisage d'étendre ses opérations à l'international et souhaite obtenir et gérer la protection de ses marques au niveau de plusieurs pays. Je suis accompagnée de Madame Benharbet Lalami Naïma, qui est chef de département examen des signes distinctifs à l'OPIC, et Monsieur Olivier Pierre, assistant à l'information, division de l'information et de la promotion de Madrid à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et qui vont passer en revue les principaux éléments d'information concernant cette voie de protection. Comme à l'accoutumée, notre événement sera accessible ultérieurement en rediffusion via les pages de l'Olympique sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à faire connaître vos questions au fur et à mesure via l'onglet questions-réponses. Bien évidemment, nos intervenants seront heureux d'y répondre en fin de séance. Sans transition, je passe la parole à Madame Naïma pour son intervention. Merci Madame Louatil. Moi aussi, ça me fait plaisir de partager avec vous un certain nombre d'informations concernant les marques et la protection des marques au niveau international. Ma présentation sera focalisée sur les points suivants. Je commencerai par un rappel sur les principales missions de l'activité de l'OMPIC, quelques notions sur les marques, les procédures d'enregistrement des marques à l'international, et je terminerai ma présentation avec quelques chiffres. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale a plusieurs missions et activités. La première activité, qui est l'activité régalienne, c'est la délivrance des titres de propriété industrielle et commerciale, les marques de fabrique, de commerce et de services, les brevets d'invention, les dessins et modèles industriels et les indications géographiques. Également, l'Office marocain de la propriété industrielle, il tient le registre central de commerce. D'autres informations peuvent être diffusées à travers l'Office. C'est tout ce qui est information juridique et financière, puisqu'on tient le registre central du commerce, et l'information technique. Une activité aussi importante par rapport à ces activités que je viens de citer, c'est la gestion de la plateforme de création d'entreprise par voie électronique, Direct Entreprise. L'Office marocain, autre que les activités que je viens de citer, a un rôle très important dans l'accompagnement et la valorisation des actifs de la propriété industrielle des entreprises. La formation en matière de propriété industrielle à travers l'Académie marocaine de la propriété intellectuelle et commerciale, les prestations à valeur ajoutée en matière de brevets d'invention, tels que les rapports de recherche d'antériorité, les rapports d'information sur la situation juridique sur les brevets au Maroc et les rapports sur les tendances technologiques en matière de brevets d'invention. Un autre service qui est à valeur ajoutée, qui est très important, c'est le prédiagnostic propriété industrielle. C'est un diagnostic sur l'état actuel de l'entreprise, une analyse SWOT de la situation de l'entreprise par rapport à la propriété industrielle, recommandations stratégiques et opérationnelles et un plan d'action personnalisé pour chaque entreprise. Un autre service à valeur ajoutée, c'est le portefeuille marque de l'entreprise. Vous pouvez demander, par exemple, le portefeuille de votre entreprise pour les marques déposées au niveau national ou à l'international, comme vous pouvez demander un portefeuille pour des entreprises concurrentes sur le marché. Je citerai les avantages ou les principaux avantages de la protection de la propriété industrielle. C'est d'obtenir un monopole d'exploitation. Je m'explique. Quand vous avez un monopole d'exploitation et quand vous avez une protection de votre marque, personne n'a le droit d'utiliser vos créations sans votre permission. Se démarquer de la concurrence et augmenter les bénéfices. Comment? La protection confère un droit qui peut être cédé ou concédé à d'autres personnes. Bien sûr, c'est ce qui peut donner une ressource supplémentaire de revenus. Accroître la valeur commerciale des créations parce que la protection véhicule une image positive de l'entreprise. Des notions sur les marques. C'est quoi une marque? Bon,
ça, c'est la définition que tout le monde connaît. La marque de fabrique, qu'elle soit de commerce ou de service, est un signe susceptible de représentation servant à distinguer les produits ou services d'une entreprise, personne physique ou morale. La marque, c'est la raison d'être de l'entreprise. En général, on connaît plus le nom de la marque sur les produits et services que le nom de l'entreprise. Autre, la fonction de différenciation et de distinction des produits et services pour les consommateurs, la marque a une fonction importante, c'est l'indication de la provenance, de l'origine et la qualité du produit ou service. Elle a aussi une fonction de communication, c'est un style de vie, c'est une image, de publicité également, très important, et un instrument de ralliement de l'entreprise ou de la clientèle. La marque, c'est un capital à protéger. La marque peut revêtir plusieurs formes. Elle peut être mixte, un logo et un nom, dénominatif, juste le nom, et la marque figurative. J'ai essayé d'illustrer ici par des marques marocaines de l'Olympique qui sont enregistrées également. D'autres formes de la marque peut être tridimensionnelle, comme ici un emballage ou une forme d'un savon. La marque aussi peut être une marque sonore avec des notes musicales ou olfactives, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu d'enregistrement au Maroc pour ce type de marque. Les catégories de la marque peut être aussi collective et collective de certification. Ici, nous avons cité la marque Basma, qui est une marque collective que tout le monde connaît, qu'on trouve sur tout ce qui est literie. La marque est dite collective lorsqu'elle ne peut être exploitée par toute personne respectant un règlement établi par le titulaire de l'enregistrement. La marque, quand elle est de certification, elle est appliquée aux produits ou services qui présentent notamment dans sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement. Très important à savoir, une marque collective de certification ne peut être déposée que par une personne morale qui n'est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits ou services. Il est à noter que la marque a deux principes très importants. C'est le principe de spécialité. Quand on dit marque, on dit produits et services. C'est des droits qui sont limités aux produits et services revendiqués dans la demande de dépôt. La marque est protégée pour des produits ou services précisés, répertoriés dans une classification internationale qu'on appelle classification de Nice. On a 34 classes de produits et 11 classes de services. Un principe très important sur lequel on va revenir plusieurs fois, c'est le principe de territorialité. La protection, je le répète, est assurée dans les limites territoriales. Ça veut dire que vous avez protégé votre marque au Maroc, elle est protégée juste au Maroc. Les conditions de dépôt régies par la législation nationale. Bien entendu, quand vous voulez protéger une marque ou l'exploiter ou la vendre ou avoir un monopole sur cette marque, il faut bien la choisir. Pour ça, il y a 3 critères à respecter. Premier critère, c'est la distinctivité. Le caractère distinctif, il doit être apprécié en fonction du signe, c'est-à-dire du logo de la marque, par rapport à l'activité, c'est-à-dire aux produits et services qui sont protégés ou revendiqués au niveau de la demande, et par rapport, bien entendu, à la perception du public de référence. Je citerai ici juste quelques exemples pour vous illustrer la distinctivité, parce que ce n'est pas l'objectif de cette présentation. Des marques qui sont à rejeter, par exemple, qui ne sont pas distinctives. On ne peut pas, par exemple, déposer une marque qui s'appelle Vol pour des services de transport, ou PC pour des ordinateurs, ou bien qui incassable, parce que c'est une caractéristique du produit pour désigner des vers. Stop aux insectes, pour, bien sûr, des produits contre les insectes. Le meilleur du lait, on ne peut pas mettre le meilleur du lait pour désigner du lait, donc toutes ces marques seront rejetées parce qu'ils ne sont pas distinctifs. La licité, et là c'est pour tous les titres de propriété industrielle, ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public. Et la disponibilité, bien sûr, et la marque ne doit pas porter atteinte aux droits antérieurs. Elle ne doit pas être identique ou similaire pour la même activité par rapport à des marques qui sont déjà enregistrées et protégées au Maroc. Rapidement, je vous explique la procédure
et les voies de dépôt d'une marque au niveau national. Parce que pourquoi j'insiste sur le dépôt national? Parce que pour faire l'international, il faut que la marque soit déposée d'abord au niveau national. Alors, plusieurs voies de dépôt. Il y a au niveau du siège de l'Olympique, au niveau des espaces des services, au niveau des chambres de commerce. Et le service le plus recommandé, c'est les dépôts en ligne via marque-directempire.ma. Là, c'est plus simple, c'est rapide et c'est moins cher. Donc, une fois vous déposez votre marque, on regarde, on fait un examen de fond, si les taxes sont bien payées, s'il est régulière, s'il y a toutes les informations au niveau de l'article de la loi pour dire que c'est une marque recevable. Après, on passe un examen de fond. Au départ, c'est un examen de fond, et puis c'est un examen de fond pour voir, par rapport aux 3 critères que je viens de vous citer, est-ce qu'elle répond bien sûr aux critères de distinctivité, les bonnes mœurs, l'ordre public, mais on ne fait pas de recherche d'antériorité. Pour ça, il y a une base de données qui est disponible dans laquelle vous pouvez faire une recherche pour voir si cette marque que vous voulez déposer existe déjà et vous pouvez faire vous-même la recherche au niveau des bases de données. S'il n'y a aucun motif de rejet par rapport à cette marque, elle est publiée. On publie 2 fois par mois au niveau du catalogue officiel des marques, 2e et 4e semaine de chaque mois, toutes les marques qui sont régulières et qui ne présentent aucun motif de rejet. Alors, s'il n'y a aucune opposition qui est déposée à l'encontre de cette marque, la marque est enregistrée indéfiniment pendant 10 ans, indéfiniment renouvelable. L'étendue de la protection, c'est 10 ans. Dans l'espace, et là, je vous parle de la territorialité. Le dépôt national confère une protection territoriale. Ça veut dire, en cas d'exportation, il faut étendre la protection au niveau des pays concernés. Et là, je vais entamer la procédure d'enregistrement des marques internationales. Au départ, c'était juste pour vous mettre dans le bain de comment protéger votre marque au niveau national, avec quelques notions. Pour la protection au niveau international, 3 voies pour déposer une demande. Il y a la voie nationale, la voie régionale et la voie internationale. Pour la voie nationale, le dépôt de la demande auprès des offices des marques des différents pays dans lesquels le déposant souhaite obtenir la protection. Je veux exporter en France, en Espagne, au Japon, et là, je suis obligée de chercher un mandataire sur place pour faire un dépôt au niveau international. Il y a aussi, les marques déposées dans différents pays sont indépendants les uns des autres, et la procédure d'enregistrement, bien entendu, dans chaque pays est soumise aux règles, aux taxes, la langue et les procédures qui lui sont propres. Donc, quand vous déposez dans un pays séparément, chaque pays applique la loi nationale dédiée à la protection de la marque au niveau de ce pays. Par rapport à la voie régionale, le dépôt dans les pays adhérents à un système régional de marque, l'enregistrement est demandé avec effet sur les territoires de tous les pays partis au système en déposant une seule demande auprès de l'office régional compétent. Je citerai les exemples suivants. L'OAPI, pour l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui englobe 17 pays. Ça veut dire quand vous déposez au niveau de l'OAPI, vous êtes protégé dans les 17 pays. Il y a la RIPO pour les pays africains anglophones. Il y a le bureau Benelux des marques. Quand vous déposez une demande au niveau de ce bureau, vous êtes protégé au niveau de la Belgique, des Pays-Bas et Luxembourg. Et l'Union européenne, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Et là, si vous faites une demande, vous êtes protégé dans tous les pays qui font partie de l'Union européenne. La voie internationale, selon le système de Madrid, que je recommande vivement et qui est très très simple à utiliser. Cette voie internationale, elle est administrée par l'ANPI, Genève. Elle est réglementée par 2 instruments, l'arrangement de Madrid qui est conclu en 1891 et le protocole relatif à cet arrangement, qui a été conclu bien après, en 1989, afin, bien sûr, parce qu'il est plus souple, d'assouplir le système de Madrid et de le rendre davantage compatible avec les législations nationales de certains pays qui n'avaient pas été en mesure d'adhérer à cet arrangement. Ici, cette slide illustre tous les pays qui sont membres du système de Madrid. On peut compter 130 pays membres du système de Madrid. Quels sont les avantages de la protection des marques au niveau international? Quand vous utilisez la voie nationale, ça veut dire plusieurs offices, plusieurs demandes,
surtout si vous déposez dans des pays où la langue n'est pas facile, comme le Japon, la Chine, des pays qui parlent d'autres langues, c'est très difficile de faire les traductions et de chercher un mandataire sur place. Plusieurs monnaies, bien sûr, parce qu'il faut faire un virement dans chaque pays avec la monnaie correspondant à chaque pays, plusieurs enregistrements et bien sûr une gestion ultérieure qui est plus difficile parce qu'il faut faire pays par pays. Alors, quels sont les avantages du système de Madrid? Un seul office, ça veut dire à partir du Maroc, quand je parle, parce que nous, c'est une demande marocaine, une seule demande, vous pouvez désigner les 130 pays, une seule langue, vous pouvez choisir le français, l'anglais ou l'espagnol, une seule monnaie, le franc suisse, mais on peut le convertir en dirham parce qu'au Maroc, vous pouvez faire payer votre dépôt à l'international en dirham, un seul enregistrement, parce que vous allez avoir un numéro d'enregistrement à l'international dans tous les pays que vous avez désignés, et bien sûr, une gestion ultérieure simplifiée, ça veut dire que si vous voulez faire un changement ou un renouvellement, il suffit de cocher les pays dans lesquels vous voulez renouveler votre marque et vous payez une seule taxe, bien sûr, qui englobe tous ces pays, et un mandataire seulement en cas de refus de protection. Donc, pour voir à quel point il y a beaucoup d'avantages si vous utilisez ce système de Madrid. Bien sûr, pour déposer via le système de Madrid, il faut être qualifié pour déposer. Le déposant doit avoir un établissement industriel ou commercial effectif au Maroc, être domicilié au Maroc ou être ressortissant marocain. Bien entendu, la demande doit obligatoirement se baser sur une marque de base. Ça veut dire que la marque doit être déposée au Maroc si vous voulez passer par le Maroc pour faire une extension au niveau international. La demande internationale doit être transmise au Bureau international de Genève ou de l'Empire par l'office d'origine. On a pour cela une plateforme digitale pour la correspondance entre l'Empire et le Bureau international de Genève. Les taxes sont plus simples à calculer parce qu'il y a un calculateur de taxes. Vous n'avez qu'à l'utiliser pour faire une simulation. Par exemple, si vous avez une marque noir et blanc, il y a une taxe de 653 francs suisses, en couleur 903 francs suisses, et la taxe dépend en fonction c'est le nombre de classes que vous voulez désigner, et pour certains pays, ils demandent des taxes individuelles. Mais pour ça, il suffit d'aller sur le lien que je vous ai affiché, faites juste international, vous allez avoir les 130 pays. Vous pouvez cocher les pays qui vous intéressent, dire que la marque est en couleur ou en noir et blanc, et puis vous allez avoir directement en francs suisses la taxe que vous allez payer et vous pouvez la convertir en dirham. Donc c'est très simple à faire. Comme ça vous donnera une idée de combien vous allez payer si vous voulez une extension dans un pays ou un autre. Un petit aperçu sur le processus de protection selon le système de Madrid. Vous déposez une demande internationale sur un formulaire qu'on appelle MM2, ça c'est juste un détail, au niveau de l'office d'origine, ça veut dire le Maroc. Nous, qu'est-ce qu'on vérifie? Comme j'ai dit, il faut que la marque corresponde à la marque qui est déposée au Maroc. On vérifie la correspondance entre la marque de base et la marque internationale. On regarde si la taxe est, parce que nous aussi on utilise ce calculateur de taxe, si la taxe que vous avez, parce qu'à la fin du formulaire, vous allez cocher les pays et mettre combien vous allez payer par cette taxe. Donc si c'est OK, nous on notifie au niveau, vous avez l'office d'origine qui est le Maroc, on vérifie la correspondance entre la marque de base et la marque internationale parce qu'elles doivent être identiques. Si tout est OK, on envoie au bureau international, l'organisation mondiale. À leur niveau, ils font un examen formel et ils font, si tout est aussi bon, la taxe, le formulaire est OK, il y a une inscription au registre international et ils donnent un numéro d'enregistrement international. Après, ils le publient au niveau de leur gazette. Notification, bien entendu, aux parties contractantes désignées, parce qu'on a dit qu'on envoie la demande au niveau du bureau international et c'est le bureau international qui se charge de notifier à tous les pays que vous avez désignés au niveau de la demande. Bien sûr, c'est le bureau international qui s'occupe de tout ce qui est traduction et tout ce qui est pour convertir aussi les devis pour l'extension au niveau international.
Une fois la demande est notifiée, chaque pays il fait l'examen selon sa législation en vigueur. Et après, il a le droit de refuser ou de donner la protection par rapport à cette marque. C'est la même manière, quand c'est une marque étrangère qui désigne le Maroc, elle est traitée de la même manière qu'une marque qui est déposée directement au Maroc, bien sûr, en regardant tout ce qui est critères de distinctivité, la laïcité, et bien sûr, elle est publiée et elle est soumise au système d'opposition pour voir si la marque peut être enregistrée ou non. La protection au niveau international, c'est la même chose que pour le dépôt au niveau national, c'est la protection de 10 ans, indéfiniment renouvelable. 6 mois avant l'expiration de cette période de 10 ans, le Bureau international, il envoie une notification officieuse de la date exacte de cette expiration au titulaire de la marque ou à son mandataire. Le renouvellement ne doit comporter aucune modification par rapport au précédent enregistrement en son dernier état. Le renouvellement peut se faire soit à travers l'office, qui est le Maroc, l'OMPIC, ou directement par le titulaire au Bureau international, mais il y a une plateforme en ligne, il peut faire le renouvellement directement. Le paiement au plus tard, bien sûr, à la date d'échéance. Sinon, un délai de grâce, c'est comme pour le dépôt au Maroc, sera accordé, bien sûr, moyennement le versement d'une surtaxe. Un principe qui est important par rapport à la marque nationale, qui est la marque au Maroc, et la marque internationale, qu'on appelle le principe de dépendance. La durée de dépendance est de 5 ans. Ça veut dire tout ce qui se passe par rapport à la marque qui est marocaine va affecter la marque qui est au niveau international. La validité de l'enregistrement international reste dépendante de la demande déposée à l'enregistrement effectué concernant la marque auprès de l'office d'origine qui est l'OMPIC. Il sera radié en tout ou en partie, suite soit un rejet, par exemple si on refuse, si la marque est rejetée, elle sera rejetée aussi au niveau international. Si elle fait un retrait au niveau au Maroc, elle sera aussi retirée au niveau international. Ou radiée, non renouvelée par exemple. Donc tout ce qui concerne la marque de base, qui est la marque au Maroc, elle va avoir le même effet par rapport à la marque internationale. L'examen des enregistrements, la même chose pour quand le Maroc est désigné, l'examen des enregistrements internationaux ou des désignations postérieures se fait sur la base de l'ANPI, sur des gazettes de l'ANPI publiées de façon hebdomadaire. Quand vous rentrez sur le site de l'ANPI, les gazettes elles sont publiées chaque semaine et on peut avoir toutes les marques étrangères qui désignent le Maroc. Les enregistrements internationaux désignant le Maroc sont traités selon la loi 1797 en vigueur au Maroc. Et la même procédure au même titre que les demandes nationales déposées au niveau de l'ANPIC. Elle va suivre le même traitement qu'une marque qui est déposée directement au Maroc, soit par un Marocain, soit par une société étrangère qui mandate une personne ou une entreprise pour le dépôt au Maroc. Rapidement, les types de notifications qui peuvent être au niveau international, c'est les réponses aux régularités. Parfois, on peut envoyer une demande au bureau international, et des fois la taxe n'est pas correcte, des fois il y a des informations au niveau du formulaire qui ne sont pas correctes. Il y a un délai de 3 mois par rapport à la notification du bureau international pour que le titulaire peut répondre à cette irrégularité. Le refus provisoire, parce que c'est une marque qui désigne le Maroc et elle est refusée, on peut donner un refus par rapport à cette marque et l'envoyer au bureau international qui le notifie directement au niveau du titulaire dans les autres pays qui sont désignés. S'il n'y a aucun motif de rejet, on peut envoyer un octroi de protection au bureau international. Toutes ces correspondances se font selon une plateforme digitale entre l'ANPIC et le bureau international de Genève. Je citerai quelques types d'opérations postérieures. Les désignations postérieures, par exemple, au départ, le titulaire d'une marque veut faire l'extension de sa marque ou la protéger juste au niveau de la France ou en Espagne, et par la suite, il trouve que, par exemple, l'Union européenne tout entière ou l'OAPI est un marché qui est important pour cette entreprise. Il peut par la suite faire une désignation postérieure par rapport à sa marque. Il peut aussi faire un changement du titulaire et par la suite, il doit nous notifier aussi au bureau international le changement d'adresse, les limitations, les renouvellements. Donc, toutes ces opérations peuvent se faire à travers l'ANPIC
facilement pour faire tous ces types d'opérations postérieures par rapport à la marque internationale. Je terminerai ma présentation avec les marques en chiffres. L'évolution des demandes d'enregistrement de marque nationale pendant les 5 dernières années. En 2022, on a reçu 16 587 marques qui sont déposées, avec un total de 10 566 demandes marocaines et 6021 demandes étrangères qui sont déposées à travers un mandataire. Dans la deuxième slide, c'est les demandes en vertu du système de Madrid. Ça veut dire que c'est des marques désignant le Maroc selon le système de Madrid. En 2022, on a reçu 4384 demandes de demandes qui sont protégées au Maroc à travers le système de Madrid. Le troisième tableau, il montre les marques d'origine marocaine qui ont utilisé le système de Madrid pour se protéger au niveau international. En 2022, on n'a reçu que 72 demandes qui ont été déposées, qui ont utilisé le système de Madrid. C'est des entreprises marocaines pour protéger leurs marques au niveau international. C'est très, très peu par rapport au potentiel des entreprises exportatrices au Maroc, alors que c'est un système qui est très facile à utiliser. Et je souhaiterais rappeler que l'ANPIC, et plus particulièrement le service marque, il accompagne tous les titulaires de marques qui veulent s'exporter depuis le remplissage de formulaires jusqu'à la notification au bureau international au niveau du paiement. Donc, une assistance personnalisée pour le dépôt à l'international selon le système de Madrid. Donc, n'hésitez pas à nous contacter au niveau du service marque pour vous accompagner dans ce processus de protection au niveau international. Voilà, je terminerai ma présentation avec quelques liens utiles. Le site de l'ANPIC, Direct Info pour tout ce qui est information légale et financière, Direct ANPIC pour l'utilisation de tout ce qui est protection en ligne, le e-learning dont je vous ai parlé tout à l'heure pour la formation en matière de propriété industrielle, le NC Direct Entreprise pour tout ce qui est dépôt de certificats négatifs, le baromètre ANPIC, tout ce qui est indicateurs et statistiques pour les créations d'entreprises et pour tout ce qui est statistiques de titres de propriété industrielle, les marques, les brevets et les designs, et le ipmarketplace.ma que je vous recommande aussi de consulter en relation avec tout ce qui est dépôt de brevets et plateforme d'échange entre les déposants de brevets et les industriels. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à vous pour toutes les questions qui peuvent être utiles pour vous par la suite dans le cadre de cette présentation. Merci beaucoup, Madame Benharbet. De l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Pierre Olivier, que nous remercions vivement et qui va partager avec nous les avantages, les modalités de ce système qui est le système de Madrid. À vous la parole, Monsieur Olivier. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Super, parfait. Alors, déjà, merci de nous avoir invités. Et donc, c'est un honneur pour moi aussi d'être là et de faire la présentation. Merci aussi, chère madame, pour la présentation d'avant. Vous avez plutôt bien décrit les avantages du système de Madrid, aussi selon notre point de vue. Donc, je vais essayer de ne pas trop me répéter non plus par rapport à ce qui a été dit pour notre audience, mais en même temps, c'est toujours intéressant d'avoir quelques informations supplémentaires ou des fois de mettre en avant quelques points de vue par rapport aux avantages. Il me semble que normalement, vous devez projeter ma présentation pendant que je parle. Voilà, parfait. Je la vois aussi. Donc, c'est super. Donc, je me présente brièvement. Donc, mon nom est Olivier Pierre. Je travaille à la division de l'information et de la promotion du système de Madrid. Donc, effectivement, ce genre de présentation ou des webinaires, c'est typiquement ce que je dois faire par rapport au système de Madrid pour expliquer les avantages, pour aider les utilisateurs à mieux le comprendre et du coup à ne pas hésiter à faire appel à ce système dans le cadre de la protection de leur marque à l'étranger. Pour vous donner un peu plus d'informations, donc par rapport à ce qui a été dit avant, je vais quand même un petit peu me répéter, mais ça reste quand même des points qui sont très importants. Donc, par rapport à comment commence le projet d'exportation, tout commence donc par
une marque que vous devez déjà avoir, tel que ça a été expliqué par notre intervenante de l'OMPIC, d'avoir donc une marque au niveau national et un projet d'exportation. Donc là, vous pouvez le voir sur cette diapositive que vous avez un certain nombre de marques que vous devez reconnaître au niveau mondial. Par la suite, vous avez donc différentes options, telles qu'il a été expliqué avant. Vous avez la voie nationale qui consisterait donc, dans ce cas-là, à faire déposer des demandes auprès des offices nationaux pour chacun des pays dans lesquels vous souhaitez obtenir la protection. Ensuite, vous avez la voie régionale, comme ça a été expliqué aussi, donc une demande d'enregistrement qui est déposée par l'intermédiaire d'un système d'enregistrement de marques au niveau régional, donc par exemple l'Office du Benelux ou l'Office de l'Union européenne qui déploiera ses effets dans 27 pays, ou l'OAPI pour les 17 pays de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Donc là, vous avez la possibilité de faire une seule demande qui aurait des effets sur les 17 pays membres ou tous les pays membres de l'organisation. Et finalement, vous avez donc la voie internationale qui consiste à faire une demande d'enregistrement qui est déposée par l'intermédiaire du système international des marques que nous appelons le système de Madrid. Et donc, le système de Madrid, je vais vous l'illustrer un petit peu comment ça marche avec une illustration en fait d'un exemple de marque qui s'appelle By Sally. Donc, ça, c'est juste une façon d'illustrer pour vous. Donc, si on passe à la diapositive suivante, vous allez voir, Sally est une jeune entrepreneuse. On peut dire qu'elle serait basée au Maroc. Elle peut être basée dans n'importe quel pays. Et elle a une envie de déposer sa marque au niveau international. Donc, elle a plusieurs options. Elle va faire la demande marché par marché. Donc, cette demande par marché, ce serait, par exemple, de commencer par la Tunisie, parce qu'elle est intéressée de faire déposer sa marque en Tunisie. Et donc là, pour déposer sa marque en Tunisie, elle devra donc faire appel à un mandataire qui sera probablement accrédité auprès de l'Office de Tunisie, qui va devoir remplir un formulaire. Le formulaire sera dans la langue locale officielle, donc ça peut être le français ou l'arabe, et payer des taxes en monnaie locale au niveau de l'office, et enfin obtenir son enregistrement. Ensuite, Sally est intéressée par l'Office d'Allemagne. Donc, vous pouvez voir déjà que l'Allemagne et la Tunisie ne sont pas des pays qui sont proches les uns des autres. Donc, encore une fois, pour elle, le processus va devoir se répéter dans le sens où elle va devoir faire appel à un mandataire en Allemagne, remplir un formulaire en langue locale, donc en l'occurrence, ce sera l'allemand, payer des taxes en euros et finalement obtenir son enregistrement. Mais ça ne s'arrête pas là. Sally est intéressée par faire protéger sa marque aussi au Brésil. Donc là, encore une fois, très, très loin du Maroc, si on admet qu'elle était basée au Maroc. Et donc, du coup, pareil, le processus se répète. Un mandataire, remplir un formulaire en langue portugaise, ainsi de suite, vous avez compris. Et pour finir, en Chine, aussi encore une région très éloignée. Et elle donc doit faire appel à un mandataire, remplir un formulaire en langue chinoise, payer des taxes en yuan et obtenir l'enregistrement. Et ça, c'est donc la procédure de demande. Ensuite, il y a tout l'aspect maintenance qu'elle devra faire dans chacun de ces pays individuellement s'il y a quoi que ce soit qui arrive, tel qu'une modification de son adresse, une modification de ce mandataire, de vouloir limiter sa marque. Dans chacun de ces pays, elle devra faire appel à un mandataire à chaque fois et remplir des formulaires officiels dans les langues en question. Donc, vous pouvez comprendre que dans cet exemple-là, pourquoi c'est intéressant? Parce que là, vous voyez très bien que les 4 pays dans lesquels que nous avons pris comme exemple, où Sally est intéressée de protéger la marque de son miel, ce sont 4 pays qui sont très loin de chez elle, déjà là où elle est basée, qui parlent des langues totalement différentes les unes des autres et qui vont requérir des procédures. Donc, vous voyez que ça, c'est très, très compliqué parfois et ça prend énormément de temps, sans compter l'argent. Donc, maintenant, le même scénario de Sally, mais Sally passe par le système de Madrid. Et là, vous allez voir, rien qu'en image, à quel point c'est beaucoup plus simple. Donc, tout commence effectivement par la demande qui est envoyée à l'OMPI à travers son office d'origine, l'Office du Maroc. Elle peut choisir si oui ou non elle veut un mandataire. Ce n'est pas obligatoire. Comme l'a expliqué chère madame avant, que c'est un process qui est assez facile, donc dans le sens où vous n'êtes pas obligé de faire appel à un mandataire, mais c'est tout à fait une bonne chose si vous le faites. Elle remplit donc un formulaire, un seul formulaire, dans une seule langue officielle du système de Madrid, à savoir l'anglais, le français ou l'espagnol. Donc, elle a le choix. Elle paiera une taxe dans une monnaie donc, qui sera le franc suisse uniquement. Et ensuite, elle va obtenir la décision sous une période de 12 à 18 mois en fonction de ce que les pays ont déclaré par rapport à leur délai pour savoir si elle obtiendra donc la protection en Tunisie, en Allemagne, au Brésil et en Chine. Et pour finir,
les différents aspects de maintenance, tels qu'il a été expliqué aussi avant, peuvent être aussi réglés directement auprès de l'OMPI par rapport à, donc, comme je l'ai expliqué avant, modification sur la marque, au niveau de l'adresse de titulaire, l'adresse de mandataire, donc constituer un ou pas, de faire une limitation, ainsi de suite. Tous ces aspects sont aussi réglés directement auprès de l'OMPI. Donc ça, c'était pour donc illustrer ce qui se passe et la différence de processus et la simplification du processus à partir du moment où la marque elle est déposée à travers le système de Madrid, contrairement à si elle avait été faite pays par pays. Donc, ce que je peux vous dire par la suite, c'est que donc, le système de Madrid est donc pratique. Pourquoi est-il pratique? Car il vous permet d'avoir accès à une procédure de dépôt et de gestion alors, attendez, excusez-moi, j'ai avancé un petit peu trop loin. Donc, la voie internationale, par exemple, c'est vraiment la meilleure solution si vous souhaitez que votre marque soit protégée sur de nombreux marchés, notamment, comme je l'ai expliqué avant, si ces marchés sont des régions très différentes. Ça, c'est vraiment un des avantages principaux du système. C'est aussi très intéressant et très utile si vous avez envie d'ajouter des pays. Donc, par exemple, comme Sally avait l'Allemagne, le Brésil, la Tunisie et la Chine. Mais par exemple, un an plus tard, son entreprise se développe et elle souhaite ajouter l'Australie, les États-Unis, le Canada et ainsi de suite. Vous avez la possibilité d'ajouter des pays à n'importe quel moment à travers une procédure que nous appelons la désignation postérieure. Donc, ça, c'est aussi un des avantages du système. Et c'est très intéressant aussi si vous avez donc un budget limité et peu de temps pour gérer vos marques. Parce qu'on sait très bien que quand vous avez une entreprise, souvent, la plupart du temps que vous devez vous dédier, c'est à l'entreprise, aux affaires courantes de l'entreprise et pas forcément à la gestion et au dépôt des marques. Donc, le système de Madrid est pratique car vous avez accédé à une procédure de gestion qui est centralisée. Vous pouvez déposer une demande unique dans une seule langue et payer une seule série de taxes, mais qui va avoir des effets de protection sur plusieurs marchés. Et comme je l'ai dit avant, vous pouvez étendre la protection à n'importe quel moment dans la période des 10 ans. Le système de Madrid est aussi économique. Pourquoi? Parce qu'il vous permet de déposer une seule demande internationale qui équivaut à une série de demandes nationales. Une fois que les taxes sont regroupées, ça vous permet d'éviter de payer énormément de frais de traduction, par exemple, en plusieurs langues, ou devoir payer des procédures administratives au sein des différents offices qui sont totalement différentes les unes des autres. Elles ne sont pas toujours très élevées, mais je vous laisse imaginer si à chaque fois on vous demande on va dire 50 euros, 60 euros pour changer votre adresse, en fait, dans chacun des pays, ça peut vite s'accumuler si tout d'un coup vous aviez déposé votre marque dans une quinzaine de pays. Ça peut venir très, très, très cher. Donc voilà. Le système de Madrid aussi offre une couverture mondiale. Donc, tel qu'il a été expliqué avant, nous avons 130 pays qui sont couverts par 114 membres. Alors, ne vous intéressez pas trop à l'aspect membre parce que le membre, on va dire, c'est une question technique par rapport aux organisations régionales, car nous avons les organisations régionales qui sont membres du système de Madrid, telles que l'Office de l'Union européenne. Donc, ça veut dire que vous pouvez, comme je l'ai expliqué au début, faire une demande directement auprès de l'Office de l'Union européenne pour avoir une marque déposée auprès de 27 pays directement, mais vous pouvez aussi choisir l'Union européenne à travers une demande internationale du système de Madrid. Pareil pour l'OAPI. Donc, c'est pour ça qu'on parle de membres, car l'Union européenne est un membre, mais 27 pays. L'OAPI est un membre, mais 17 pays. Et sinon, individuellement, vous avez accès à 130 pays dans le monde. Donc, nous couvrons plus de 80% du commerce mondial. Vous pouvez voir sur la liste là les adhésions récentes. Donc, nous avons eu la République islamique du Pakistan, les Émirats arabes unis et la Jamaïque, ça c'était en 2021. Nous avons eu le Chili, Cabo Verde et le Belize en 2022 et Maurice en 2023. Donc, nous sommes encore en 2023. Et si nous passons à la diapositive suivante, j'ai vu une question dans l'onglet Q&A un peu plus tôt qui nous demandait par rapport à l'Arabie Saoudite. Donc, vous pouvez voir que pour les perspectives encore en 2023, gardez un œil là-dessus. Et si vous ne savez pas, je vous expliquerai à la fin, vous pouvez vous inscrire à notre bulletin d'information qui vous tient informé de tous les développements du système de Madrid, y compris les nouvelles adhésions. Gardez un œil là-dessus, car cette année, il y a possibilité que l'Arabie Saoudite rejoigne le système de Madrid. Nous avons aussi l'Afrique du Sud. Pour l'Asie, nous avons le Bangladesh, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Sri Lanka, Fidji. Et pour l'Europe, nous avons Malte. Donc, voilà pour les adhésions à venir. Donc, si je vous fais un petit récapitulatif illustré, vous pouvez voir sur ces diapositives que donc les avantages du système de Madrid, c'est donc une demande
une série de taxes, une langue et une gestion centralisée qui vous donne accès à 130 pays couverts, plus de 80% du commerce mondial et comme vous avez pu le voir, en constante croissance dans le sens où chaque année, nous avons des nouveaux pays qui nous rejoignent. Donc, nous ne couvrons pas encore l'entièreté du monde, mais ce ne serait tardé, à mon avis. Donc, voilà par rapport à cet aspect. Maintenant, je voulais quand même parler avec vous des utilisateurs du système parce que souvent, vu que peut-être l'OMPI est basé à Genève et ça peut être peut-être un peu lointain tout ça et aussi un système international, voilà, on se dit c'est fait pour des grandes entreprises uniquement. Alors, pas du tout. Donc, les utilisateurs du système viennent du monde entier. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui est limité aux Suisses, par exemple, vu que nous sommes basés en Suisse ou en Europe. Non, c'est vraiment des utilisateurs du monde entier. Nous avons tout type d'entreprises aussi, donc énormément d'entrepreneurs individuels, des petites et moyennes entreprises et bien évidemment des grandes entreprises. À savoir que peu importe votre statut, l'effet de la protection est le même. Ce n'est pas parce que vous êtes un grand groupe que vous êtes mieux protégé qu'un entrepreneur individuel. Tout le monde a le droit. C'est un système qui est donc bien équitable à ce niveau-là. Donc, il est disponible à une personne lambda qui a une idée et qui veut déposer une marque au même titre qu'une très grande entreprise d'électronique que je ne nommerai pas, par exemple, mais qui dépose des marques à tout va tous les jours avec un grand département juridique qui s'occupe de ça pour eux. Donc, ça, c'est pour vous donner quelques idées par rapport à ça. Nous avons dans le système bien plus de 1,5 million d'enregistrements internationaux, à savoir que ça, c'était, nous étions arrivés à ce chiffre en 2019, donc là, on est en 2023, donc il y en a eu bien plus depuis, mais c'est juste que c'était un chiffre symbolique. Et juste pour que vous voyez, la première marque qui avait été, enfin, pas la première marque, la plus ancienne marque qui a été déposée auprès du système de Madrid et qui est toujours en vigueur aujourd'hui, c'est une marque de montre que peut-être certains d'entre vous connaissent, la marque Longines, qui avait été déposée en Suisse. Donc, c'est une marque suisse déposée au niveau national en 1889, puis au niveau international en 1893, comme on dit en Suisse, 93. Et la marque numéro 1,5 million est une marque colombienne déposée au niveau international en 2019. Et pourquoi en fait cet exemple? Tout simplement pour vous dire que effectivement le système a été basé et originaire en Europe, en Suisse, mais comme vous pouvez le voir, c'est une marque de Colombie, donc de l'autre côté de la planète, qui est arrivée à ce stade. Ça, c'est juste pour illustrer le côté mondial et international du système. Maintenant, je vais vous expliquer le fonctionnement du système de Madrid. Ça a déjà été expliqué, mais je pense que souvent, c'est quand même important de le mentionner et ça ne fait pas de mal de le répéter. Donc, il y a 3 étapes principales par rapport à la procédure pour une demande d'enregistrement international. Donc, tel qu'il a été expliqué dans la première partie de la présentation, dans un premier temps, vous devez donc avoir une marque de base, donc une marque nationale qui est en cours de dépôt ou enregistrée. D'accord? Donc, ça, c'est déjà la première étape, dans le pays dans lequel vous êtes basé. Cette demande, après, une fois que vous êtes prêt à faire une demande de marque internationale, vous la faites auprès de votre office d'origine, donc là, en l'occurrence, l'OMPIC, et cette demande sera certifiée, vérifiée et certifiée par l'office de l'OMPIC, qui, eux, nous la transmettront. Vous ne l'envoyez pas directement à l'OMPIC. Cette procédure se fait à travers un office. Cela conclut l'étape numéro 1 de la demande. L'étape numéro 2 commence à partir du moment où l'OMPI à Genève reçoit votre demande de marque, donc reçoit la demande internationale à travers l'OMPIC. Et donc, nous faisons un examen quant à la forme. Une fois que cela est terminé, nous enregistrons la marque dans le registre international. Nous la publions dans la Gazette, qui est la publication officielle du système de Madrid. Nous délivrons aussi un certificat d'enregistrement qui certifie que la marque a donc été enregistrée. Et ensuite, nous notifions les parties contractantes, donc les pays que vous aviez choisis. Si je prenais l'exemple de Sali, l'Allemagne, le Brésil, la Tunisie et la Chine, nous leur faisons savoir, nous les notifions que Sali souhaite obtenir la protection sur leur territoire. Ceci conclut l'étape numéro 2. De notre côté, de notre point de vue au niveau de l'OMPI, nous recevons énormément de questions. Il y a énormément de confusion pour les utilisateurs qui pensent que, parce qu'ils ont reçu le certificat d'enregistrement, ils pensent que leur marque est donc protégée dans ces pays. Ce n'est pas le cas. Le certificat vous donne juste l'information comme quoi la marque a été enregistrée. Un numéro d'enregistrement international unique est attribué à votre marque et donc cela certifie qu'elle est enregistrée chez nous. Cela, par contre, ne veut pas dire que la marque est protégée dans les pays que vous avez choisis, car, de par leur juridiction, ils ont toujours le droit de décider si oui ou non
ils vous accorderont la protection. Et donc ça, c'est l'étape numéro 3. L'étendue de la protection de l'enregistrement est évaluée et déterminée par examen quand, au fond, selon les législations nationales de chacun des pays, qui sont différentes les unes des autres, sous une période de 12 à 18 mois en fonction des délais qui ont été communiqués. Alors, à savoir que les délais de 12 à 18 mois, c'est un délai maximum. On est d'accord? Ça ne veut pas dire que les pays prennent tout ce temps pour vous donner une réponse. La plupart des pays sont extrêmement réactifs et très rapides. Et en général, sous une période de 2 à 3 mois, vous recevez déjà une réponse. Est-ce que votre marque elle est protégée dans son entièreté? Oui. Est-ce que votre marque est protégée, mais partiellement? Est-ce que votre marque est refusée totalement? Non, votre marque n'est pas acceptée dans le territoire. En général, vous avez quand même une vision là-dessus après quelques mois que l'OMPI a notifié les pays en question. Donc ça, c'était pour vous expliquer le processus de dépôt de marque internationale. Sur notre site Internet, nous avons toute une série d'informations qui peuvent vous aider à effectuer des recherches avant de déposer une demande, parce que c'est quand même important de vous renseigner un petit peu dans les pays dans lesquels vous êtes intéressé pour savoir si une marque n'existe pas déjà avec le même nom ou le même logo, parce que là, vous minimisez vos chances d'obtenir la protection. Vous avez tout type d'informations qui vous aideront à déposer une demande, à suivre votre demande. Donc ça, ce sont tous les outils en ligne que nous avons disponibles sur notre site, notamment le calculateur de taxes aussi que nous avons, qui a été mentionné avant. Nous avons des vidéos tutoriels qui vous expliquent un certain nombre de procédures. Et plus important, notamment si c'est encore quelque chose de nouveau pour vous, des webinaires que nous avons au niveau mensuel sur tout type de sujet dans plusieurs langues, jusqu'à 8 langues. Donc, vous allez trouver votre compte. Pour vous aider à mieux comprendre le système de Madrid, je vous invite vraiment à consulter les webinaires. Notamment, j'ai mis des liens, donc webinaires sur comment déposer une demande internationale et ainsi de suite. Et nous avons toute une librairie de vidéos que vous pouvez regarder qui sont récentes de cette année pour vous aider à comprendre encore mieux comment le système fonctionne. Et sinon, c'est la meilleure façon, c'est de créer un compte aussi à travers notre portail en ligne de l'OMPI. C'est très simple. Vous allez sur notre site, vous avez la possibilité de vous connecter. Si vous n'êtes pas connecté, vous pouvez créer un compte avec un mot de passe. Et là, cela vous donne accès à tout type d'outils en ligne qui seront intéressants à consulter, même avant de faire une demande. Ça ne vous engage à rien, mais ça vous permet en tout cas de voir comment cela fonctionne et comprendre mieux avant que vous vous lanciez dans la belle histoire de faire un dépôt de marque internationale. Donc ça, je vais passer directement à une information intéressante aussi par rapport aux pays déposants. Donc, par rapport aux statistiques de 2022, je voulais quand même vous montrer une statistique intéressante sur les 20 principaux offices déposants. Et comme vous pouvez le voir, en 2022, les États-Unis ont été le pays qui a fait le plus de demandes au niveau international, suivi de l'Allemagne, la Chine, la France et le Royaume-Uni. Mais vous voyez que nous avons quand même énormément de pays tels que la Turquie, la République de Corée, la Russie, Singapour, Belgique, Danemark, qui sont dans le top 20, une distribution géographique intéressante. La distribution géographique est encore plus particulière quand on regarde les principales parties contractantes désignées. Donc ça, c'est ma diapositive suivante. Et là, donc c'est le top 20 pour 2022. Et donc là, ce ne sont pas les pays qui nous ont envoyé le plus de demandes, mais là, il s'agit des pays qui ont été le plus souvent désignés et choisis par les différents déposants du système de Madrid. Et là, comme vous pouvez le voir, la liste elle est un petit peu différente dans le sens où le pays qui a été le plus désigné en 2022 était donc le Royaume-Uni, suivi de près par l'Union européenne. Je pense que sur l'écran, vous voyez la slide précédente. Si vous pouvez avancer à la prochaine diapositive. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que vous avez donc le Royaume-Uni qui était la partie principale, numéro 1, suivi de près par l'Union européenne, les États-Unis, le Canada. La Chine a été très désignée. Mais comme vous pouvez le voir, nous avons énormément d'autres pays de régions géographiques différentes, telles que l'Inde, le Mexique, le Brésil, la Turquie, le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie. Donc à voir que les utilisateurs du système de Madrid sont très intéressés de faire protéger leur marque dans un grand nombre de pays ou dans des zones très éloignées ou peut-être pas habituelles. Donc, le système est très pratique pour ça. Je voulais aussi vous parler de quelque chose de très intéressant et très important. Et ça, c'est le groupe d'utilisateurs du système de Madrid.
Alors, c'est un appel que nous faisons à des utilisateurs, donc peut-être existants ou futurs, n'hésitez pas. Mais c'est pour nous aider, pour recevoir du feedback, pour nous aider à façonner l'avenir des produits et services en ligne dans le cadre de eMadrid, parce que nous sommes en train de lancer donc une nouvelle plateforme et nous voulons avoir le feedback des utilisateurs pour rendre encore l'expérience encore plus facile et vous faciliter la vie et l'expérience utilisateur plus intéressante par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dans ce groupe. Vous avez le QR code que vous pouvez scanner si vous le voyez à l'écran ou cliquer sur le lien, vous le trouverez. Surtout que donc, nous avons énormément de membres de ce groupe, mais nous voulons beaucoup plus de membres, déjà, par exemple, francophones aussi. Ce serait très intéressant d'avoir la perspective francophone et aussi basée sur le continent africain, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui nous manque. On a encore une quantité moindre. Donc, c'est pour ça que je mets l'accent là-dessus. N'hésitez pas à nous rejoindre. C'est tout aussi important que votre point de vue par rapport à votre expérience, votre réalité sur le terrain, de faire une demande ou d'utiliser les services en ligne, soit entendu et pris en compte dans le développement des outils, car le système de Madrid est mondial. Il n'est pas uniquement réservé aux États-Unis, au Canada et à l'Union européenne. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à tout moment pour rejoindre ce groupe et fournir vos avis par rapport aux services en ligne. Je vous ai mis une diapositive aussi avec donc un lien direct vers le webinaire que nous avons fait le plus récemment par rapport à comment déposer une demande d'enregistrement international en français. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est l'étape logique qui suit une présentation telle que je fais aujourd'hui. Ça veut dire, OK, Olivier, merci beaucoup pour nous avoir exprimé les avantages, mais maintenant, j'aimerais savoir comment on le fait. Alors, c'est vrai que vous avez expliqué brièvement, mais dans les faits, donc là, par exemple, vous pouvez suivre pas à pas les différentes étapes. Nous avons aussi donc des cours d'enseignement à distance, donc sous format e-learning spécialisé sur le système de Madrid qui vous permettra d'en savoir davantage sur le fonctionnement. N'hésitez pas à vous inscrire. Par contre, il faut juste savoir que le cours de tutorat est donné en anglais. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue, ce ne sera peut-être pas adapté. Mais par contre, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, n'hésitez pas à le faire. C'est donné par l'Académie de l'OMPI. Donc, c'est un cours à distance très intéressant. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Nous avons aussi un séminaire en présentiel sur le système de Madrid. Donc, ça, c'est aussi pour les utilisateurs qui pourraient avoir une expérience d'utilisation du système, mais qui souhaitent approfondir leurs connaissances pratiques en matière d'enregistrement internationaux. Donc, c'est un séminaire très intéressant qui aura lieu à Genève les 2 et 3 novembre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes intéressé. En présentiel, en plus, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu beaucoup d'événements de ce genre, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous avons aussi un podcast sur le système de Madrid qui vous explique l'historique du système, l'historique des marques même, dans un premier temps, au tout début, donc depuis le Moyen-Âge jusqu'au système de Madrid et le protocole et ainsi de suite. Donc là, nous sommes à l'épisode 8 du podcast. Donc, très intéressant de voir l'histoire un petit peu des marques et de la création du système de Madrid en 1891, les discussions des pays, les pressions économiques qui ont fait que tout cela a existé. N'hésitez pas à écouter ce podcast, à le partager avec vos amis, vos collègues si vous voulez. N'hésitez pas à le faire. Il est sur les plateformes connues telles que Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Donc, n'hésitez pas à le faire. Nous avons aussi des témoignages et études de cas très intéressants parce que c'est aussi intéressant d'apprendre du système de Madrid des autres. Et nous prenons donc pas mal de petites et moyennes entreprises de beaucoup de pays différents qui ont une histoire un peu particulière et unique et de voir comment le système de Madrid les a aidés dans leur aventure internationale au niveau de la protection de leur marque. Donc, très intéressant de le voir. Souvent, c'est beaucoup plus parlant d'en apprendre des autres qui ont des profils similaires aux nôtres par rapport au fait de demander une demande de marque internationale. Donc, n'hésitez pas à suivre des études de cas. Et sinon, n'hésitez pas à rester informé. Comme je l'ai dit, notre site Internet, il est libre d'accès. Vous avez tout type d'informations dessus. Nous avons les webinaires très importants. N'hésitez pas à les consulter et regarder car il y a beaucoup d'informations utiles pour un utilisateur actuel. Nous avons des vidéos tutoriels sur un certain nombre de transactions. N'hésitez pas aussi à vous abonner aux actualités de Madrid, car avec cela, vous serez au courant des nouvelles accessions, des nouvelles modifications par rapport au pays. Nous avons le podcast et une chaîne YouTube, telle que j'ai mentionné. Si vous avez d'autres questions à d'autres moments, n'hésitez pas à nous contacter. Nos équipes de service client seront ravis de vous répondre et de vous aider dans toute opération. Voilà.
C'est là pour moi. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Olivier, pour le contenu riche et complet. Alors, nous allons à présent répondre à vos questions. La première question qui est soumise donc de la part de Monsieur Mohamed Nouna. Le système de Madrid a, comme vous l'avez bien expliqué, plusieurs avantages, mais on remarque que certaines sociétés continuent à déposer des marques via la voie nationale. Selon vous, quelles sont les raisons qui peuvent motiver ce choix? Donc, Madame Harwit, si vous Oui, pouvez une en bonne dire un question. petit mot. Alors, peut-être soit c'est une démotivation personnelle, c'est par rapport à la stratégie de l'entreprise, ou peut-être qu'ils ne connaissent pas tous les avantages que peut offrir ce système de Madrid. C'est pourquoi on a vraiment insisté sur tous les avantages que peut offrir le dépôt à l'international via le système de Madrid. Et s'il veut déposer au Maroc, j'insiste sur l'accompagnement au niveau des services marques depuis le dépôt jusqu'à la notification au niveau de Genève. Merci, Madame Harbet. Donc, Monsieur Olivier, si vous avez un petit mot pour compléter la réponse de Madame Harbet. Alors, en fait, de notre point de vue, je dirais que nous remarquons que dans certains cas, c'est au niveau stratégique ou manque de connaissance du système aussi. Mais par exemple, un utilisateur qui a uniquement un seul pays dans lequel il souhaiterait déposer sa marque qui est à l'étranger, il va peut-être pas forcément faire appel au système de Madrid car il lui manque peut-être un certain nombre de pays ou de juridictions qu'il veut ajouter. Et aussi beaucoup par manque de connaissances, sinon, malheureusement. Merci beaucoup. Donc, la question suivante, pourquoi la marque de base et la marque internationale doivent rester dépendantes pendant les 5 années, les 5 premières années? Alors, je ne sais pas si je vais prendre la réponse, une partie de la réponse après. Ça va être en fonction de mes connaissances du système, mais en fait, il y a donc un concept de dépendance de la marque qui a été établi, notamment avec, et qui est encore plus important aujourd'hui avec le protocole tel qu'il fonctionne. Car alors sans rentrer dans trop de détails techniques, ce qui se passe, c'est qu'il est possible pour des utilisateurs dans un certain nombre de pays de faire une demande internationale sur la base d'une marque qui n'est pas encore enregistrée au niveau national, mais qui est en cours d'examen. Donc, c'est ce qu'on appelle une demande de base. Parce que la notion du temps, parce que vous savez que les marques, c'est quand même quelque chose qui est très sensible au temps et aux dates. Et donc, il y a pas mal de concurrence sur certains marchés. Et du coup, pour garder un avantage sur un compétiteur, on joue des fois par rapport à ça. Mais ce qui se passe, c'est que au niveau national, donc par exemple, si on prenait une marque de l'Olympique et l'Office de l'Olympique refuse cette marque au niveau national, bah, effectivement, il n'y a pas de raison que cette marque soit protégée au niveau international si au niveau national, vous ne remplissez plus les critères. Maintenant, il y a une technicité, mais ça c'est vraiment au niveau avancé, on va dire, mais dans le sens où si dans le délai entre le traitement de l'Office de l'Olympique et l'OMPI, et l'OMPI a déjà eu le temps de notifier les pays que vous souhaitiez, les pays en question, vous avez accordé la protection, mais par contre, au niveau du Maroc, ça n'est pas passé, mais que vous avez réussi à avoir la protection dans les pays tels que l'Australie ou les États-Unis, par exemple, eh ben, vous avez donc une période de 3 mois sous la règle de cette dépendance pour pouvoir transformer la marque en une marque nationale dans le pays en question. D'ailleurs, sur ce sujet, nous avons un webinaire la semaine prochaine, si jamais quelqu'un dans l'audience est intéressé. Nous en avons un sur ce sujet qui est très épineux, mercredi prochain. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Mais en tout cas, voilà, la dépendance, en tout cas, c'est vraiment au niveau donc de l'étendue de la marque. Hein. Ce n'est pas au niveau de la titularité, mais c'est vraiment au niveau de l'étendue de la marque. Donc, si vous aviez déposé au niveau national dans la période de 5 ans au Maroc votre marque et elle s'avère qu'elle est modifiée au niveau national dans cette période, ces effets seront répercutés sur la marque internationale. L'Office de l'Olympique nous informera et les effets seront répercutés sur la marque internationale. J'espère qu'en tout cas, de mon côté, j'ai pu répondre d'une manière, on va dire, claire, mais voilà. Merci beaucoup. La question suivante, dans le cas où l'on choisit de désigner un mandataire dans la demande internationale, est-ce que ce mandataire doit obligatoirement être domicilié au pays d'origine? Oui, il doit avoir une adresse au Maroc. Alors, si je peux rajouter, je pense que c'est très intéressant comme question parce que ça arrive souvent. Pour
Je pense que ça, c'est un des critères par rapport à l'Office de l'Olympique, c'est l'accréditation, j'imagine, à mon avis, qui est dans le pays. Mais de notre point de vue, par rapport à la gestion de la marque internationale, donc pas votre marque de base, marque nationale, ce n'est pas obligatoire qu'il soit dans le pays en question. Nous avons beaucoup de clients, par exemple, enfin, d'utilisateurs du système qui sont en France et qui ont un mandataire basé au Danemark ou ailleurs. C'est possible. Mais par contre, je ne peux pas parler au nom de l'Office national. Voilà. D'accord. Donc, j'imagine ça dépend, ça c'est une question de ma part, juste pour pouvoir moi aussi comprendre. Il s'agit d'une question qui dépend en quelque sorte de la législation nationale, non? C'est ça. Ça veut dire que, en fait, pour la gestion, et ça, c'est vrai que nous, on ne rentre pas en matière de notre côté, mais par exemple, admettons que moi, je sois un entrepreneur marocain qui souhaite déposer une marque et que je fais appel à un mandataire. J'imagine que l'obligation pour moi est de faire appel à un mandataire basé au Maroc pour faire ma demande de marque nationale. Je pense que ça me paraît tout à fait logique et correct. Maintenant, en général, qu'est-ce qui se passe? Donc on fait appel au même mandataire pour faire votre demande internationale. Par contre, ce n'est pas un prérequis pour l'OMPI que votre mandataire soit basé dans le même pays que votre marque d'origine ou quoi que ce soit. Ça, c'est autre chose. Par exemple, vous pouvez tout à fait avoir un mandataire au niveau national qui est basé dans votre pays pour gérer les affaires nationales et avoir un mandataire ailleurs, dans un autre pays, que vous utilisez pour vos demandes de marque, gérer les refus avec la Chine, gérer les refus avec les autres pays. Ça, c'est tout à fait possible de le faire. Mais en général, quand le mandataire est installé dans un pays, il maîtrise mieux la loi nationale que quelqu'un qui n'habite pas le pays d'origine et connaît moins. Plus, il peut être mieux. Il peut habiter où il veut, mais il doit avoir un local et une adresse au niveau du Maroc. D'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions de la part des participants, donc on va vérifier. Alors, il y a Madame Khawla qui souhaite récupérer les différents liens qui sont au niveau des deux interventions, des deux supports d'intervention. Je réitère, donc il s'agit d'un webinaire qui est enregistré et qui va être rediffusé sur notre page YouTube. Du coup, vous pouvez récupérer tous les liens, les informations qui ont été communiquées tout au long de ce webinaire. Je pense qu'on a fait le tour des questions qui sont soumises. Voilà, je vérifie encore une dernière fois. Il y avait la question sur l'Arabie Saoudite qui fait pas partie des signataires de l'accord de Madrid. Donc, on a eu la réponse au fil de votre présentation, Monsieur Pierre. Bientôt. Oui. Voilà, il y a une question. Quel est l'intérêt de localisation des titulaires ou son mandataire pour la demande d'un enregistrement de marque? Donc, voilà, donc si on peut réitérer un petit peu les éléments de réponse, c'est par rapport à la bonne connaissance du système national avant de passer à la procédure internationale. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je tiens, au nom de l'équipe de l'Olympique, à remercier Monsieur Olivier d'être ici parmi nous. Et puis, je remercie aussi les participants qui se sont rendus disponibles pour pouvoir suivre avec nous les travaux de ce webinaire. Je vous souhaite à tous une très, très bonne journée et au revoir dans le cadre d'un prochain événement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine.